again with fire and fury. A short time ago, the United States Il y a quelques instants, l'armée américaine a lancé d'importantes opérations militaires en Iran. in Iran. C'était donc aux petites heures du matin de ce samedi 28 février que Donald Trump a annoncé depuis sa résidence de Mar-a-Lago ce que le monde attendait ou redoutait depuis plusieurs semaines. L'objectif est de protéger les Américains en éliminant les menaces imminentes posées par le régime iranien. Un groupe brutal composé d'individus extrêmement durs et dangereux. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast Le Monde selon Trump pour écouter, analyser et décrypter chaque semaine les mots et les actes du 47e président des États-Unis. Bonjour Rick Canton. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des États-Unis, de son histoire, de sa vie politique, mais aussi de sa musique, puisque vous êtes l'auteur avec Julien Grosso de Rock and Road Trip, la route 66 de Chicago à Los Angeles, qui est paru chez Hors Collection. Bonjour Ala Gorani. Bonjour. Bonjour, tu es journaliste à NBC, tu connais évidemment comme ta poche cette région du Proche et du Moyen-Orient où tu as fait de très nombreux reportages depuis des années maintenant, auteur aussi, je le signale, d'un formidable récit autobiographique, But You Don't Look Arab, qui n'est pas traduit en français, sauf erreur de ma part, là encore. Non, malheureusement non. Bientôt, j'espère. Pas encore. En tout cas, vous pouvez le lire en anglais dès maintenant et c'est chez Hachette que cet ouvrage est paru. Alors, première question simple, même si la réponse n'allait pas forcément. Est-ce qu'il faut croire Donald Trump? On vient de l'entendre quand il affirme que les États-Unis étaient sous une menace imminente de l'Iran, Loïc. Imminente, non. En tout cas, le renseignement, a priori, semble indiquer qu'il n'y avait pas de menace imminente. Je pense qu'il y avait une fenêtre d'opportunité concernant la possibilité de liquider Khamenei avant qu'il repasse dans des bunkers et qu'il échappe à cette fenêtre d'opportunité. Donc je pense que c'est d'une certaine manière l'occasion qui fait le larron, donc le déclenchement. En revanche, effectivement, il y avait ce qu'on appelle en anglais un build-up de cet arsenal dans toute la région. Donc de toute façon, il y avait deux solutions. Soit c'était quelque chose qui devait entraîner une action et il y avait tout l'équipement pour, soit c'était quelque chose qui devait entraîner une forme d'intimidation suffisante pour que les Iraniens soient plus enclins à négocier. Il peut y avoir une solution un petit peu intermédiaire. Hein. On amasse un arsenal absolument fou, on commence à déclencher une opération qui est suffisamment persuasive pour pousser les Iraniens à dire « bon, finalement, on va négocier ». Donc là, on ne sait pas exactement à quel moment on est, on a les opérations, on ne sait pas combien de temps ça va durer jusqu'à ce que les Iraniens disent « bon, on va peut-être négocier, on va peut-être commencer à discuter ». Et toi, est-ce que tu l'achètes, comme disent les Américains, là, cet argument de la menace imminente? Et s'il n'y a pas de menace imminente, à ton avis, pourquoi est-ce que Donald Trump a pris la décision d'entrer dans cette guerre? Il n'y avait pas de menace militaire imminente. Les missiles iraniens n'atteignent pas et n'atteindront sans doute jamais les États-Unis. Ils sont à 10 000 kilomètres d'écart, ces deux pays. On a entendu de la part du ministère des Affaires étrangères, Marco Rubio, aux États-Unis, une des justifications pour cette action militaire américaine qui était, selon lui, une action préventive parce qu'ils anticipaient une riposte à une attaque israélienne. Et donc, ce n'était pas en réponse, et ça c'est selon le ministère des Affaires étrangères américain, en réponse à une menace imminente contre les États-Unis, mais un acte préventif. Et ces deux choses sont très, très différentes l'une de l'autre. Et tu crois à cette interprétation ou est-ce que simplement, pour une autre raison et qui reste à déterminer et sur laquelle on peut spéculer ensemble, il y avait de toute façon, quoi qu'il arrive, l'intention d'aller taper l'Iran, si j'ose dire, et se débarrasser de ce régime? Je ne sais pas si c'est quoi qu'il arrive. Je sais que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est déplacé quand même 7 fois aux États-Unis et la dernière visite était en décembre 2025. Est-ce que Donald Trump, qui est le président qui pendant toute sa campagne a promis au peuple américain et à sa base MAGA, je vais être le président qui va finir les guerres et pas les commencer, est-ce que c'est un président qui est habitué à cette idée qu'il peut, d'une minute à l'autre, décider d'entraîner son pays dans la guerre. En tout cas, sa base MAGA commence à se fissurer aux États-Unis parce qu'il y a des figures importantes
comme Marjorie Taylor Greene, par Mhm. exemple, ou comme d'autres, Mhm. Qui tape très parmi dur, oui, une les ex-élue du grands. Congrès Voilà. de Géorgie qui a quitté son mandat Ex- parlementaire et qui depuis effectivement prêche la bonne parole MAGA et rappelle effectivement Donald Trump à ses engagements de campagne qui étaient, Laurie Canton, parfaitement clairs. Pas de guerre, et il avait même dit à un moment explicitement pas de guerre contre l'Iran. en Il l'a particulier. dit plusieurs fois, J.D. Vance l'a dit plusieurs fois, un certain nombre de hauts dignitaires l'ont dit plusieurs fois, et Trump, en fait, est sur cette ligne-là, c'est non pas sa campagne, mais ses campagnes, depuis 2015. Depuis 2015, il incarne, il veut incarner l'antithèse des néoconservateurs à la George W. Bush, donc toutes les histoires de nation building, de guerre préventive, toutes ces choses-là, c'est exactement ce qu'il ne veut pas faire depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y avait déjà cette opposition aux néoconservateurs chez une partie des républicains, mais qui ne se sentaient pas du tout représentés. Quand Trump arrive sur la scène politique, ils trouvent leur voix. Il y a quelqu'un qui enfin incarne ce que eux pensent dans le désert, d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui est vraiment structurel. Et là, en fait, il dit le contraire de ce qu'il dit depuis 10 ans. Voire depuis 1 an ou 2, parce qu'on a quand même des tas de tweets et de vidéos de Vance, Et il etc. fait tout ce qu'il reprochait à ses prédécesseurs de faire. grosso Et donc, modo. ce que l'on voit qui est tout à fait nouveau et pas nouveau, c'est que, évidemment, un certain nombre de MAGA, des podcasteurs, des influenceurs, et le mot est important, ont l'impression d'être complètement cocus. C'est notamment le cas de Marjorie Taylor Greene, de se faire avoir, alors que la base MAGA, les électeurs, on le voit sondage après sondage, depuis avant les frappes, quand les frappes restaient hypothétiques, et depuis les frappes, la base MAGA est complètement derrière Donald Trump, parce qu'elle est Trump first. Et là, on a une sorte de divorce entre le gros des troupes, MAGA, et les influenceurs, et justement j'insiste sur ce terme-là, parce que c'est là qu'on va vraiment mesurer dans cette magasphère de podcasts, de youtubeurs, etc., qui influence qui, et est-ce que ces influenceurs sont vraiment des influenceurs? Ils ont des millions de followers. C'est impressionnant. Et on voit, et tu y faisais allusion, ça se retrouve aussi dans les sondages, ce que Lauric nous disait à l'instant, le fait que MAGA soit toujours là, mais que globalement l'Amérique à une large majorité désapprouve ces opérations militaires. Et ça, c'est très différent de ce qui se passait il y a 20 ans, lorsqu'on a engagé des opérations en Afghanistan et en Irak, là encore sous des prétextes dont on peut discuter avec des résultats qui, eux, sont encore plus discutables. À l'époque, George W. Bush, il le fait, il a toute l'Amérique derrière lui. Il va au Congrès, et il a l'unanimité sur l'Afghanistan, une très large majorité sur l'Irak. Et là, on constate, que le pays est profondément divisé, qu'il a une majorité contre lui, et que le Congrès, jusqu'à présent, la majorité républicaine, en tout cas, il y a eu un premier vote au Sénat, bloque toute forme d'autorisation formelle par le Parlement de cette entrée dans le conflit. Oui, mais en 2001 et en 2003, évidemment, on était juste après le 11 septembre. Bien sûr. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tous, le monde entier, vu sur nos téléphones les images de Gaza, et donc une critique qui est orientée vers Israël. Et je vois parmi ces influenceurs MAGA que vous venez d'évoquer, une critique de plus en plus fréquente, que cette guerre n'est pas la guerre des États-Unis, que c'est la guerre d'Israël, que c'est la guerre de Benjamin Netanyahou, que ça fait plusieurs déjà mandats présidentiels qu'il essaie de convaincre les États-Unis de frapper l'Iran et de changer le régime là-bas. Même les Saoudiens le disent. Turki Al-Faisal, qui était l'ancien chef des renseignements saoudiens, a dit sur CNN hier, ça c'est la guerre de Netanyahou. Et on l'entend de plus en plus souvent aux États-Unis, même à droite. Donc tu irais jusqu'à dire que d'une certaine manière, Donald Trump s'est fait embobiner par Benjamin Netanyahou? Embarqué en tout cas? Je ne sais pas s'il s'est fait embobiner, mais en tout cas, la perception, l'analyse que font certains secteurs aux États-Unis, y compris à droite, c'est que ce n'est pas une guerre qui concerne les États-Unis. Il y a ceux qui sont les isolationists de MAGA et les autres à gauche qui sont les démocrates qui estiment que c'est une guerre folle qui va éventuellement exiger des États-Unis des troupes militaires sur le terrain. Il y a donc cette confluence des deux côtés qui estiment que
Et d'une part, c'est une guerre militairement et stratégiquement qui est dans l'erreur militaire et stratégique, et également que c'est une guerre, que c'est un effort qui est plus parmi les intérêts stratégiques d'Israël que des États-Unis. Stratégique et politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a des midterms, on en parle souvent, Oui, on en bien sûr. reparlera probablement aujourd'hui, mais juste avant, il y a des élections. début novembre, ouais. En début novembre, c'est les États-Unis, Ouais. fin octobre, c'est en Israël. Ouais. Et on sait que Netanyahou, il est en campagne un petit peu permanente, il a un petit peu des démêlés avec la justice, et donc on parle beaucoup de tas d'événements, Maduro ici, l'Iran là, comme des diversions dans les Epstein Files. Pour Netanyahou, il y a aussi une nécessité de faire diversion et de capter l'opinion publique. Il n'y a rien de mieux qu'un conflit militaire avec des voisins avec qui on a cette relation un petit peu existentielle pour fédérer. Et donc il y a effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, un agenda régional sur lequel les États-Unis se greffent ou ne se greffent pas. Et on voit que chez les influenceurs, la grande ligne de fracture, c'est la relation à Israël. Un certain nombre de israélo-sceptiques, on va dire, voire carrément antisémites, et Nick Fuentes et d'autres, sont résolument contre cette intervention. D'autres, Laura Loomer en particulier, sont absolument pour, parce qu'elles sont d'abord des défenseurs d'Israël et de la ligne Netanyahou, notamment auprès de la Maison-Blanche. C'est vraiment ça la ligne de fracture au sein des influenceurs MAGA. Pas facile donc forcément de trouver une raison simple et unique pour laquelle Trump a entraîné le pays dans ce conflit. Pas forcément très simple non plus de définir ce qui sont pour lui les objectifs de guerre, les buts de guerre. Est-ce que c'est seulement se débarrasser de la capacité nucléaire de l'Iran? Est-ce que c'est éradiquer tous ces missiles? Est-ce que c'est aller jusqu'au bout de l'équation et changer le régime? Et là, on va revenir sur ce que vous disiez à l'instant, Lorik, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas complètement sur la même ligne côté israélien, côté américain, puisque Netanyahou ne s'en cache pas. Pour lui, le but de cette guerre, il est très clair, c'est faire tomber définitivement ce régime. Est-ce qu'on y voit clair ou pas dans les buts de guerre américains pour vous, Lorik? Absolument pas, et je pense que ça change d'une interview à l'autre. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse américaine sur ces louvoiements et ces lignes un petit peu fluctuantes. Alors, soit chez Trump lui-même, qui dit une chose un jour et son contraire le lendemain, soit entre Rubio ici, Exet là, c'est-à-dire deux ministres qui sont quand même aux premières loges. Il serait un couteau tiré, dit-on de plus en plus aux États-Unis, en tout cas... qui sont deux lignes assez différentes. Faut pas oublier que Marco Rubio était un petit peu une espèce de bout de feu en 2010 avec le Tea Party. C'était un des jeunes un petit peu rebelles. Et puis maintenant, c'est presque un vieux de la vieille. C'est presque un ancien. Et maintenant, c'est les Pete Hegseth et d'autres qui incarnent cette espèce de nouvelle ligne. Pete Hegseth, faut pas oublier, il a demandé et obtenu que le ministère de la Défense, le DoD, soit renommé le ministère de la guerre. Et lui, il a envie d'y aller. Il a envie d'aller à la castagne. On sent qu'il a un discours extrêmement actif et vigoureux, et que lui, il a envie d'en découdre. Eh bien justement, on va l'écouter, Pete Hegseth, pour mesurer effectivement à quel point ce discours est va en guerre, disons-le carrément. Iranian leaders looking up and seeing only Les dirigeants iraniens lèvent les yeux et ne voient que la puissance aérienne américaine et israélienne chaque minute de chaque jour, jusqu'à ce que nous décidions que c'est terminé, et l'Iran ne pourra rien y faire. Des bombardiers B-2, des B-52, des B-1, des drones Predator, des avions de chasse qui contrôlent le ciel et sélectionnent les cibles. La mort et la destruction tombent du ciel toute la journée. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nos soldats disposent d'une autorité maximale accordée personnellement par le président et par moi-même. Nos règles d'engagement sont offensives, précises et conçues pour déployer la puissance américaine, pas pour l'entraver. Ce combat n'a jamais été censé être équitable et il ne l'est pas. Nous les frappons alors qu'ils sont à terre et c'est exactement comme cela que cela doit être. Ala Gorani, les mots sont forts et incroyables quand même. On les frappe lorsqu'ils sont à terre, la mort et la destruction à longueur de journée. On n'a quand même pas l'habitude d'entendre ça chez un responsable du Pentagone. Oui, ça c'est la rhétorique de l'administration Trump. Le va-t-en-guerre, ils s'adressent à leur base aime ce genre de discours, ils l'aiment en ce qui concerne les
les immigrés que ceux qui ont voté pour Donald Trump veulent voir éjectés du pays, même si certains d'entre eux estiment que les méthodes utilisées sont un petit peu trop violentes. Ils sont pour ce genre de choses parce qu'ils ont été convaincus pendant les campagnes présidentielles par leur candidat Donald Trump que les États-Unis sont un pays dont on se moque, un pays faible, et qu'il faut qu'on redonne à ce pays sa force et son prestige. Donc, ils ont vraiment, vraiment absorbé ce message. Et quand ils entendent le secrétaire de guerre, le ministre de la guerre, parler comme ça, la base MAGA, la base pro-Trump, aime ce genre de discours. Mais ce qui est important, c'est que sa base le soutiendra à Donald Trump, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Mais aux États-Unis, on voit une grande majorité maintenant d'Américains qui sont contre cette guerre contre l'Iran. Et ça, c'est très important. Et le taux de popularité de Trump a baissé en dessous de 40%. Avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences pour toi? On va voir. Est-ce que si cette guerre traîne, est-ce que si pendant quelques semaines, on voit de nouveau des images, des vidéos tristes de familles qui ont perdu leurs fils et leurs filles dans une guerre que les Américains ne soutiennent pas, ou qu'ils estiment que les raisons données ne sont pas des raisons qui sont justifiables. Est-ce qu'on va commencer à voir Trump essayer de se sortir de cette guerre qui est devenue une guerre avec des fronts multiples, et maintenant on entend parler potentiellement d'armer les Kurdes en Irak et en Iran pour se soulever contre le régime. Et on se rappelle de ce que les Américains ont fait quand ils ont poussé les Kurdes d'Irak à se révolter contre Saddam Hussein. Donc il y a des précédents historiques qui laissent penser que ça ne va pas être une situation facile ou rapide. On a l'impression que d'ailleurs Trump commence à le ressentir lui-même. Je voulais qu'on s'arrête un instant sur la manière dont il a pris en main sa communication pour justifier ce qu'il a qualifié lui-même de guerre. Il a décroché son téléphone et il a appelé, j'allais dire, la terre entière en l'espace de quelques jours après avoir déclenché cette opération. Axios, Fox News, ABC, NBC, CNN, le New York Times, le New York Post, le Washington Post. La liste est non exhaustive. Elle est intéressante d'ailleurs parce qu'il n'appelle pas seulement les médias qui lui sont fidèles ou qui chantent ses louanges à longueur de journée. Alors que Pete Hegseth, lui, ne parle que aux médias qu'il approuve au Pentagone. Ça, c'est la grosse différence, effectivement. Et là, il appelle des gens plutôt hostiles. Alors, il énumère les raisons pour lesquelles il rentre en guerre. On y retrouve ce que vous décriviez tout à l'heure, Laurie Kenton, c'est-à-dire cette argumentation à géométrie variable selon l'interlocuteur qu'il a au téléphone au bout du fil. Il dit pas forcément toujours les mêmes choses sur les raisons pour lesquelles il est dans le conflit, sur la durée du conflit. On a l'impression, en quelque sorte, qu'il utilise les journalistes qu'il appelle un peu comme des tests, en fait, des ballons d'essai, et qu'il les appelle, qu'il parle avec eux pour essayer un peu de jauger ce qui pourrait être les bons arguments à aller développer auprès des Américains après. Donald Trump, c'est un interlocuteur rêvé. Pour beaucoup de journalistes, c'est un excellent client. C'est pas un bon client, c'est un excellent client. Et c'est pas qu'il vous répond, c'est qu'il vous appelle. C'est un truc... Enfin, c'est absolument dingue. Et donc, effectivement, tous les médias qu'il a conspués pendant des années, il les appelle régulièrement. Fake news, ouais. Oui, mais les médias mainstream, les médias, ce qu'on appelle legacy, les médias anciens, la télé, les journaux, c'est pas que les médias nouveaux. Donc c'est ça qui est très intéressant. Il tergiverse beaucoup. Il aime parler. Il aime qu'on l'écoute. Et il aime également avoir ces espèces de relations un petit peu presque personnel avec les journalistes, et les journalistes adorent ça. Il y a on voit des petits clips maintenant qui circulent où il y a des brochettes de journalistes qui disent le président Trump vient de m'appeler, le président Trump vient de m'appeler, etc. Ouais, bien sûr. Et donc ça fait la fortune aussi des animateurs de... J'étais presque tenté de décrocher mon téléphone et de tenter ma chance. Ah mais je pense qu'il faut parce que de toute façon, en plus, voilà, il y a le côté un petit peu presque exotique. Oui, c'est ça. La revanche de 2003. Alors, il veut projeter quelque chose, toujours. Il y a un complexe d'infériorité, il y a un complexe de légitimité, c'est pas un politique. Il veut être l'espèce de nouveau Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, Jimmy Carter, c'est le fort contre le faible, c'est 79 contre 80, c'est les otages à Téhéran, c'est le début de tout ça, en fait. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, là, cette avalanche de coups de fil de Donald Trump lui-même qui appelle en série tous les journalistes de Washington pour les convaincre du bien fondé de cette opération militaire?
Oui, il appelle et il est plus accessible dans ce sens, mais c'est une culture journalistique américaine qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a le press corps américain qui se réunit dans la salle du briefing room de la Maison-Blanche tous les jours. Il y a cette proximité avec le pouvoir qui n'existe pas en France, par exemple. C'est pas tous les jours que les journalistes vont à l'Élysée, par exemple, poser des questions à des porte-paroles comme ils le font aux États-Unis. Il y a des dîners une fois par an avec le président et les journalistes et tout le monde est ami et pote et blague ensemble. Bon, c'est un petit peu moins le cas avec Donald Trump parce qu'il a vilifié depuis des années les journalistes. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'il leur tape dessus, il les injurie parfois carrément. Et en même temps, il décroche son téléphone pour appeler tes collègues de ton ancienne maison CNN qu'il a insulté la veille et le lendemain, il va discuter avec eux tranquillement. Il est capable de le faire sans problème. Oui, oui, tout à fait. Et c'est parce que les journalistes, évidemment, en tant que journalistes politiques, on ne va pas ne pas prendre le coup de fil du président américain. Mais en même temps, c'est une... Je me suis souvent posé la question et je n'ai pas la réponse. Comment est-ce qu'un journaliste qui couvre cette Maison-Blanche, qui ment, qui détourne les événements, qui insulte, comment couvrir cette Maison-Blanche sans en même temps couper son accès à la Maison-Blanche? C'est une question dont je n'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, lui, il en joue habilement. Il le joue habilement dans le sens, oui, effectivement, où il a quand même la couverture. C'est-à-dire que moi, j'entends des journalistes, des amis qui couvrent cette Maison-Blanche, qui me disent juste, je veux passer une journée de ma vie à ne pas penser au président américain ou à ne pas, à chaque heure, lire un de ses posts sur Truth Social. Juste, donnez-moi un jour de vacances, parce que c'est en plus incessant. C'est une intensité, Quand absolument. Biden était dans la Maison-Blanche, on ne pouvait pas en entendre parler pendant une semaine. Et on avait un petit peu des vacances mentales. Là, on ne peut plus. C'est à chaque heure de chaque jour, le week-end, le soir, la nuit. Et donc, il y a aussi les journalistes politiques sont aussi esquintés. Oui, et ça ne s'arrête jamais. Et pas que les journalistes politiques. Je ne sais pas si tu avais lu cette anecdote assez amusante de Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui racontait que quand il est dans l'avion de Donald Trump, Air Force One, il essaye d'aller se planquer sous une couverture dans un coin de l'avion parce que Donald Trump ne dort pas. Et donc, sa hantise, c'est de s'apercevoir. C'est que Donald Trump passe par là, s'aperçoivent que lui est en train de dormir et donc ne travaille pas, ou en tout cas n'est pas disponible. Il avait qu'à refuser le poste. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'était un peu plus gros sacrifice. Tu en parlais tout à l'heure, et c'est évidemment une des parties importantes de ce qui se passe depuis quelques jours maintenant. Arla, tu évoquais ces soldats américains qui sont morts. Il y en a 6 au total. Alors, ce n'est pas les seuls victimes de cette guerre, hein, bien sûr. Depuis le début de l'opération, on va le rappeler, il y a plus d'1 millier de morts en Iran. Il y a des dizaines de victimes supplémentaires un peu partout dans la région, notamment au Liban, bien sûr, en raison des attaques israéliennes d'un côté et des ripostes iraniennes de l'autre, s'agissant des pays du Golfe. Mais ce sont aussi donc 6 soldats américains qui sont tombés. Et là, pour le coup, ce sont les soldats entraînés dans la guerre par Donald Trump. Ils ont été victimes d'une attaque de drone sur une base du Koweït, ce que Donald Trump a raconté et en tout cas expliqué de la manière suivante. Sadly, there will likely be more. Malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant que cela ne se termine. C'est la réalité. Probablement d'autres. Mais nous ferons tout notre possible pour que ce ne soit pas le cas. C'est quand même assez étonnant, cette façon qu'il a eue. Il y a une forme de désinvolture quand même quand il dit « That's the way it is », c'est comme ça, et il y en aura d'autres. C'est sa façon de parler habituelle. Il avait prévenu avant, au tout début des opérations, il n'y avait pas encore de victimes américaines. Il avait dit, bon, il y aura probablement des victimes, on va essayer de minimiser autant que possible, mais il y en aura. Il y a une espèce de fatalité. Alors cette fatalité permet également, de l'autre côté, à partir du moment où ça se produit, de dire, ah bah oui, c'est comme ça, c'est la guerre. De toute façon, ils sont préparés, ils savent dans quoi ils s'engagent. C'est pas des conscrits. Donc il y a cette espèce de communication
explication que j'ai trouvée assez étonnante, parce que d'un côté, on a Pete Hegseth qui est tout muscle dehors, on va tout péter, ils sont à terre, ils ont déjà perdu, mais on va continuer un petit peu. Et puis, il y a Trump qui hausse les épaules un petit peu, genre, vraiment, il y a des morts, c'est dommage, c'est triste, mais ça va peut-être continuer. Alors, le problème, c'est que plus ça continue, plus lui, il a des coups à prendre. Il a des coups à prendre sur le symbolique, c'est-à-dire les pertes. Et chaque perte américaine, c'est un individu avec des parents, etc., qui seront sur CNN. Et donc, en fait, pour des dizaines et des centaines d'Iraniens anonymes, une victime américaine, c'est nécessairement beaucoup plus au regard de l'opinion. Et donc des élections. Et puis après, il y a le coût économique qui s'ajoute à tout ça, parce qu'on ne peut pas dissocier ces différents facteurs. Et donc, c'est la concrétion de ces différents coûts qui va commencer à peser autour sur les épaules de Donald Trump. Et donc là, ça ne va pas aller en diminuant. Il s'est aperçu quand même qu'il avait peut-être été un peu léger, un peu désinvolte, puisqu'il a depuis rattrapé le tir avec des hommages plus appuyés. Et il a annoncé qu'il serait présent, et c'est la moindre des choses, pour accueillir les cercueils des soldats à leur retour. On arrive au bout de cet épisode et j'ai pour l'un et l'autre une dernière question. Alain, est-ce que tu dirais au fond qu'avec cette opération Epic Fury, Donald Trump, il est en train de jouer sa présidence, de jouer son mandat? Je ne donne plus de prévisions. La sagesse. J'ai appris, comme on dit, the hard way. J'ai appris qu'il ne fallait pas donner de prévisions en ce qui concerne Donald Trump. Je ne sais pas. Je sais que alors, est-ce que tu es d'accord au moins pour dire qu'il prend un risque sans précédent depuis le début de sa présidence? Bien sûr. Quand on commence une guerre avec l'Iran, c'est pas l'Irak, et l'Irak, ça s'est très mal passé pour les États-Unis. L'Iran, c'est 4 fois la population de l'Irak. C'est un pays beaucoup plus grand, avec un arsenal militaire beaucoup plus puissant et très décentralisé. Donc, bien sûr, en 6 jours, on peut commencer à faire des calculs et à estimer que peut-être les États-Unis, avec leur guerre conventionnelle, ont réussi à neutraliser une partie de la puissance militaire iranienne. Mais la puissance militaire et le potentiel de dégâts que peut causer ce régime encore de façon régionale n'est pas du tout fini. On est au début de ce sujet et pas à la fin. Et on a évoqué ces soldats et ces militaires américains morts, il y en a 6. Et je pense que le plus on verra des familles pleurant leurs fils, leurs frères, leurs maris à cause d'une guerre de choix que le président américain a commencé avec son allié israélien, le plus politiquement, bien sûr, il prend des risques. Et vous le disiez tout à l'heure, évidemment, Lorik, cette guerre, c'est la sienne, c'est lui qui l'a décidé. Donc ces victimes, il en est comptable, lui qui a passé son temps à reprocher les morts de soldats américains à tous ceux qui l'ont précédé, à expliquer que s'il avait été président, soit ces guerres ne seraient jamais arrivées, ou bien elles auraient été gagnées beaucoup plus facilement. Cette fois-ci, il est, lui, comptable du bilan, quel qu'il soit. Et il a cette conception de l'exécutif qui est unilatérale. Il ne demande pas son avis à un congrès qui est assez servile côté républicain et de toute façon qu'il déteste côté démocrate. Donc normalement, lui, c'est le commandant en chef. Le congrès décide et finance. Le président exécute. Tout à fait. Et là, lui, il a une conception de l'exécutif qui est beaucoup plus maximaliste. C'est lui qui fait parce que c'est lui qui sait. Et donc, si ça tourne mal, il ne peut que prendre la responsabilité de ça et ne pas rejeter ça, comme c'était le cas à l'époque de la monarchie où le roi ne se trompe jamais, ce sont toujours ses conseillers qui le conseillent mal. Là, il ne peut pas vraiment dire « Ah, mais on m'a mal conseillé », puisqu'il est entouré de gens qui sont hyper loyaux et que c'est lui qui décide. Et donc, il y a que des coups à prendre dans tous les domaines. Et il a eu Khamenei un petit peu comme Obama, parce qu'il se tire un petit peu la bourre avec Obama, il a toujours ce complexe d'infériorité. Obama a eu Ben Laden. Et donc lui, il a eu Soleimani en 2020. Là, il a eu Khamenei. Des gardiens de la Révolution. Ce qui symboliquement était plutôt pas mal. C'était une opération plutôt bien menée. Il a eu Maduro. Mais bon, finalement, le problème, c'est que ce dont on parlait tout à l'heure, il y a ce rouleau compresseur de l'information qui fait que la crise d'aujourd'hui sera remplacée par la crise de demain, qui sera remplacée par la crise d'après-demain. Et on a ce rapport au temps qui est complètement écrasé. Souvenez-vous de Maduro, ça fait 2 mois, on a l'impression que ça fait 2 ans. Et donc, il est là encore jusqu'à novembre 2028, non, au moins, et c'est dans une éternité. Et donc, jouer sa présidence, c'est difficile parce qu'il y a énormément de choses qui vont se produire d'ici l'été.
Et donc ça va finir, même si c'est l'énorme actu d'aujourd'hui, ça va être noyé dans l'énorme actu de dans 2 mois par exemple. Et Dieu sait ce qui va nous tomber sur la tête d'ici là. En tout cas, en Iran, il a pris tous les risques et il va devoir les assumer désormais. Merci beaucoup, Laurie Kenton, d'avoir été l'invité de ce podcast Le Monde selon Trump. Merci à la Gorani depuis Londres et à très vite. Merci Alexandre Foucault pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Ainsi s'achève l'épisode 9 du Monde selon Trump, un podcast à retrouver sur le site, l'application BFM, sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Salut à tous et à très vite.